Bon, l'arche, les dinosaures, les mammouths. Ah, vous vous souvenez, on avait vu la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on avait vu les effets du déluge. On avait regardé ça. Hein. Donc, les eaux du déluge ont transporté d'immenses roches qui se sont déposées sur le sol. En Alberta, on avait vu ça. Il y avait les roches erratiques de Okotok, donc qui veut dire Big Rock. OK? Donc, on avait vu ça la dernière fois, si vous vous souvenez. Donc, cet important site géologique du sud de l'Alberta est un site touristique historique. Définition des erratiques qui manifeste aucune tendance cohérente. Donc, la roche qui est là n'a rien à voir avec le sol qui est en dessous. D'où c'est qu'elle sort? Qu'est-ce qui a fait que ça a transporté? Probablement ce qui est appelé l'ère glaciaire. On verra éventuellement la réalité de l'ère glaciaire avec probablement combiné avec ce que le déluge a pu faire, etc. Donc, connaissez-vous ça? Les chutes Niagara sont un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur la rivière Niagara qui relie le lac Erie au lac Ontario à la frontière du Canada et les États-Unis. Vous connaissez les chutes du Niagara. Ça, c'est la partie canadienne. Ça, c'est la partie américaine, dans le fond, là-bas. La partie canadienne appelée chute du fer à cheval est ainsi appelée à cause de sa forme qui est assez évidente. La raison de cette forme particulière est due au fait que la pression de l'eau est plus forte et le débit plus rapide au centre de la chute. Donc, il y a plus d'érosion dans le centre que par les côtés, ce qui accélère l'érosion. Et théoriquement, là, si la Terre avait des millions d'années, ben pourquoi qu'il y a encore des chutes Niagara? Pourquoi c'est pas reculé jusqu'au lac Erie? Parce que si on fait le calcul de combien c'est quoi l'érosion à chaque année, etc. On avait vu ça, je pense, dans une des autres présentations, cette histoire-là. Ça, c'est Grand Coulee, Dry Fall. La formation en fer à cheval de Dry Fall au Grand Coulee dans l'État du Washington démontre clairement le résultat d'un grand cataclysme diluvien. On va voir une vraie image. Donc, on avait vu quelque chose une carte. Les chutes du Niagara sont minuscules en comparaison avec aux anciennes chutes fossilisées de Dry Fall. Ça a l'air de ça par rapport. Tu sais, quand tu vas voir les chutes du Niagara, tu penses que c'est gros? Ça, c'est gros. Il n'y a plus d'eau. Mais attends de comprendre qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a pu composer ou créer ces chutes-là. C'est assez impressionnant. Donc, on les voit encore ici. La coulée des eaux des chutes du Niagara est de 200, plus ou moins 200 000 pieds cubes seconde. Quand même. La décharge d'eau nécessaire pour créer les chutes de Dry Fall a dû être d'un minimum de plus ou moins 350 millions de pieds cubes seconde. On n'est pas à la même place, là. Pour vous donner une représentation, c'est ce qui représente près de 15 fois les flots combinés de chacune des rivières de la Terre s'écoulant tout en même temps. L'évidence d'un déluge. C'est ça, Dry Fall. C'est l'évidence d'un déluge parce que ça nous dit que les eaux se sont retirées. Assuage en anglais. OK. Il existe une demi-douzaine de sites comme celui de Dry Falls. Donc, pourquoi donc est-ce que ces évidences cataclysmiques ne sont pas considérées par la science comme étant la confirmation possible du récit biblique du déluge de Noé? Pourquoi? Ben, on a une réponse à ça. C'est que la géologie, c'est une science. Celle-ci se définit comme étant en dehors des normes superstitieuses et des dogmes religieux. Donc, ils refusent d'accepter ça à cause de ce standard-là. Donc, ainsi, la notion du déluge rapportée dans la Bible a toujours été regardée comme étant une fable, puisqu'elle s'associe directement avec une légende issue d'un dogme où Dieu communique directement avec les hommes, comme on a lu dans Genèse tantôt. Donc, admettre la réalité du déluge biblique serait trop près d'admettre la possibilité d'un jugement de Dieu, du Dieu qui est créateur. Donc le science, c'est pas une science, c'est une religion. Là, ils n'ont plus le choix.
Parce que, tu sais, les évidences que j'ai montrées aussi l'autre fois, on voyait des mouvements de va-et-vient, de vagues énormes. Là, je me montrais une maison à côté de ça, c'était minuscule. Là, il y a un gros challenge, puis il y a une polémique, puis il y a un grand débat scientifique. Parce que la science demeure de la science lorsque la science est capable d'accepter les faits. Ouais, vous observer les faits, mais lorsqu'elle les accepte, elle veut dire, ben oui, on voit bien là qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Fait que là, ils sont rendus qui parlent de déluge, mais pas global. Ils parlent ils n'osent pas vraiment dire déluge, là. Inondation. Mais pas global dans certains endroits. Puis là, c'est tous ces endroits-là, comme là, puis il y a une autre place là-bas, puis une autre place là-bas, ben là, il y a eu vraiment, tu sais, une grande inondation ici. Puis ici, là-bas, à des kilomètres par là-bas aussi, parce qu'on a les évidences. Mais pourquoi ça serait pas tout arrivé en même temps? Ah! 2 Pierre, chapitre 3, verset 3b, ça nous dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. » Donc, ils ne voudront pas rendre compte à personne. Et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ça, à la Genèse. Mais non, c'est pas vrai que tout demeure depuis comme le commencement, parce qu'il y a eu un événement qui a altéré tout entre le commencement puis maintenant, qui est le déluge. Ils veulent ignorer en effet le déluge, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et ils veulent ignorer que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ils veulent ignorer le déluge. Donc, ils veulent ignorer, volontairement ignorant. Cave par choix. Le déluge biblique peut être divisé en plusieurs étapes. Voyons ça. La première, c'est 40 jours d'accumulation d'eau via les sources des abîmes et de la pluie. Donc, l'eau par en dessous, l'eau par le dessus. Chapitre 7 de Genèse, verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre l'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme, donc en dessous, jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre, donc d'en haut, 40 jours et 40 nuits. Deuxième étape, 110 jours de stabilisation des eaux. Troisième étape, 150e jour, au 150e jour, le retrait des eaux. Pardon. Chapitre 8 de la Genèse, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel et les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc, au 150e jour, il y a eu le retrait des eaux. Et c'est le retrait des eaux qui a fait en sorte qu'on a vu les grandes chutes de Grand Coulee. OK? Donc, c'est un retrait rapide. C'est ce qui a fait aussi que le Grand Canyon a été formé par un retrait des eaux rapides. Numéro 4, la sortie de Noé de l'arche, 221 jours plus après, pour un total de 60. Donc, il y avait 150 jours plus 221, ça fait 371 jours. Vous me suivez? Chapitre 8, verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. » Pardon. Donc, that's all, folks. That's it. Le reste, c'est pour la semaine prochaine.